Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dimanche 6 novembre, on a terminé les semis il y a environ 3-4 jours, les semis d'automne, plus précisément les semis de blé tendre. Eh bien, j'ai bien fait d'attendre. En fait, on a eu un gros coup d'eau sur les orges et après plus grand chose. Et puis on avait quand même une terre assez sèche. Donc même en non-labour, on a réussi à faire quelque chose de bien dans des conditions quand même très intéressantes. Alors l'intérêt aussi de semer un peu plus tard, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, c'est d'avoir une bonne gestion de ses herbicides et surtout de son insecticide. Et là pour le moment, j'ai fait un insecticide sur les blés et les orges. Et vous verrez tout à l'heure, on va faire un tour de plaine. Vous allez voir, les champs sont plutôt propres. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour, qui dit semis terminé, dit ensuite réparation, entretien, aménagement. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et pour ça, on a avec Sébastien un petit tableau. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à faire cet hiver. Mais de toute façon, après notre petit tour de culture, on va en profiter pour faire un peu le tour du matériel et faire le tour des exploitations pour voir justement sur le terrain le travail qu'il y a à faire. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner parce que vous êtes pas mal à suivre mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait du bien. Alors j'espère que c'est pas facile de faire des vidéos qui soient techniques sans être trop techniques parce qu'il y a quand même une grande partie de gens qui ne connaissent pas le monde agricole. Et l'intérêt aussi des vidéos, c'est de faire connaître notre métier. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si il faudrait que je sois un peu plus technique. Alors vous savez, j'adore la pédologie, j'en parle pas trop souvent, mais c'est vraiment mon dada. La pédologie, c'est l'étude des sols. Et pour moi, les sols sont très importants quand on est agriculteur, parce que c'est la vie même de la plante, et donc la vie de l'exploitation. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer le vieux Terrano, et on va faire un tour de champ. C'est parti! J'en profite de prendre le drone pour avoir une vue un peu plus aérienne. Alors c'est jamais bien beau hein, quand on vient de semer comme ça, là, tout n'est pas toujours levé, mais bon, voilà, ça me donne déjà une idée de savoir où j'ai des problèmes d'hydromorphie. Donc hydromorphie, c'est des problèmes d'excès d'eau, donc soit par une compaction des sols, mais bon, ça a été décompacté ou passé à l'actisol. Et surtout, si j'ai des problèmes d'eau, c'est que j'ai des problèmes de drainage. Donc ça me donne quand même une idée de voir si j'ai pas de problème de drainage ou de compaction des sols, mais là ça m'étonnerait. Vous êtes pas mal à me demander si j'ai changé le Ranger. Et non, évidemment, je ne l'ai pas changé. En fait, j'ai récupéré un Terrano, c'est mon beau-père qui me l'a donné. Bon, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est peut-être l'emmener déjà au contrôle technique pour savoir vraiment tout ce qu'il y a à faire. Et on aurait un 4x4 sur l'exploitation, ce serait pas mal. Parce que mon pick-up, en fait, le Ranger, je m'en sers beaucoup pour transporter des pièces en fait, entre la ferme et Produil Center qui se trouve à Rambouillet. Donc il y a quand même 2 heures de route. Donc je le ferai pas en C15, hein, comme certains pourraient le penser. Donc l'intérêt du Ranger, voilà, c'est le charger à bloc. Et on peut en mettre gros dedans, ça c'est quand même pas mal. Et même d'emmener parfois des pièces chez des clients et récupérer des pièces des fournisseurs. Et on peut les mettre par palette là-dessus. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Je suis très content de mon Ranger. Enfin, je suis quand même moins content que l'autre que j'avais avant. Là, avec la D-Blue, boîte 10 vitesses automatique, aucune utilité. Je trouve qu'il y a moins de couple. Ils sont chiés un peu dessus, la Ford, en changeant le modèle du Ranger. À l'ancien, je sais que le transporteur, notre transporteur, chez Prodil l'a toujours et il en est super content et ça m'étonne pas du tout. Bon, on arrive dans cette pièce des Chassignols. C'est ma plus grande pièce, ça fait 34 hectares. Donc c'est un précédent colza et on l'a passé à l'actisol. Donc on a déchaumé deux fois pour faire lever la crasse et la détruire. Et ensuite on l'a passé à l'actisol pour semer au combiné rotatif juste derrière. Donc là on est sur une variété de blé tendre qui s'appelle Absalon. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit tout de suite qu'on a un GPS maintenant, hein, ça va beaucoup plus droit. Alors vous voyez là où c'est un peu plus gras, on regardera tout à l'heure avec le drone, mais la levée est un peu plus tardive, mais ça c'est pas grave. Et puis bon, on a la chinte, là, les bordures de champ qui ont été semées après. En fait, nous, enfin vous le savez, hein, j'en parle régulièrement quand je sème, on fait déjà tout l'intérieur du champ. Une fois qu'on a fait tout l'intérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on fissure, ou on passe à l'actisol, peu importe,
les chintes, les tours de champ. Et ensuite on sème. Parce qu'on ne veut pas tout faire au niveau du travail du sol pour ensuite rerouler dessus avec le tracteur et le combiné. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une levée en un peu plus d'une semaine qui s'est plutôt bien faite. Alors là, vous voyez 2 piquettes. Et bien en fait, c'est de la semence certifiée qui a été semée ici. Pendant les moissons, cette semence certifiée sera fauchée et mise en big bag. C'est elle qui permettra de faire la semence de l'année d'après. Comme vous pouvez le comprendre, en fait, j'ai de la semence fermière, c'est-à-dire que je récupère du blé, je le fais trier et je le traite. Donc ça m'évite d'acheter la globalité de l'exploitation en semences. Donc ça fait déjà quelques années qu'on fait comme ça, puis ça marche plutôt pas mal. Je vais vous montrer aussi une chose. On a fait des tests de désherbage mécanique. Comme vous le savez, j'ai rentré la houe rotative, la RC Tri rotative, ce qu'on appelle la étriou chez nous, et le rouleau FACA. Mais ça, le rouleau FACA, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Donc, ce que l'on a fait, c'est que, alors, normalement, on va le voir parce qu'on voit les passages de tracteur, comme on peut le voir ici. Ici, on a passé la houe rotative sur environ, une trentaine de mètres. Donc, normalement, ce que je fais sur l'exploitation, c'est un désherbage post-semis prélevé. C'est-à-dire, une fois qu'on a semé, on passe un désherbant de contact sur le sol. En fait, quand l'adventice, la mauvaise herbe se lève, elle s'enduit un peu de ce produit-là et elle vient crever tout simplement. Mais ici, on a essayé la houe rotative 3-4 jours après les semis. C'est-à-dire qu'il y a une somme de température à respecter pour éviter, entre autres, de détruire le germe qui se trouve sur le blé. Et donc, bon, après c'est un peu tôt pour voir, mais l'intérêt, c'est que là, voilà, sur cette largeur-là, donc environ 30 mètres, on n'a pas désherbé chimiquement. Donc on a juste passé cette houe rotative. Alors moi, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'on avait quand même déjà quelques mottes. Ça nous a relevé quelques mottes, mais ça, c'est pas très grave. Et surtout, on a pu voir, il faut se mettre vraiment face au soleil, on a pu voir des petits filaments d'adventice qui étaient sur terre. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà ce que ça donne. On a un petit peu plus de mottes, hein, on le voit là. Après, c'est pas plus mal d'avoir quelques petites mottes quand même dans les terres battantes, hein, évidemment. Et donc 30 mètres, ça fait là. Alors je vais essayer de regarder un peu au sol si on voit déjà quelques adventices qui lèvent. Donc là, bon, on a des petites repousses de colza, mais ça c'est pas grave. Voilà, là on est sur un désherbage chimique. Alors pour le coup, on ne voit pas de différence sur la levée du blé. Donc déjà c'est bien. Ça veut dire que ça ne l'a pas choqué. Et puis surtout, pour le moment, je ne vois pas d'adventice. Donc de mauvaises herbes. On va suivre ça avec le temps. De toute façon, en règle générale, je fais des courtes vidéos sur ma page Facebook et sur l'Insta. Pour suivre un petit peu tout ça, parce que je dis pas que je veux passer en bio avec la houe rotative ou les outils de désherbage mécanique, mais ce que je veux, c'est pouvoir trouver un juste milieu entre le chimique et le mécanique. En plus, ici, c'est des terres battantes, hein, j'en parle régulièrement, et ces terres battantes, surtout sorties hiver, il faut casser cette croûte de battance. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser désherbage mécanique et structure superficielle du sol. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver aujourd'hui justement entre le chimique et le mécanique. Allez, je profite de sortir de la parcelle pour vous montrer celle qui est à côté. Alors non, c'est pas un champ de tournesol. En fait, cette parcelle-là, elle va servir à faire des pois de printemps. Et en fait, chaque année, ici, je laisse toujours les sols couverts pour passer l'hiver. Et d'une, ça les protège, tant en surface, mais aussi, ça protège le fait d'avoir des nitrates qui pourraient descendre en profondeur. De toute façon, aujourd'hui, c'est obligatoire. Et ce qui est plutôt dans le fond assez normal, parce que avoir un sol qui n'est pas couvert l'hiver, bon voilà, tant sur la protection de sol comme je vous expliquais tout à l'heure, mais aussi la rétention des nitrates. Voilà, l'intérêt aussi c'est d'avoir une structure qui se garde tout l'hiver. Donc
Alors oui, vous pouvez voir évidemment que toutes nos bâches sont prêtes pour accueillir les futurs haies, la bouchure comme on dit chez nous. Et donc je l'ai mis en bordure de chemin communal et sur toute la descente de la grande parcelle pour aussi avoir un effet brise-vent. Je vais revenir sur mon petit couvert. Bon là on a mis un peu de tout, hein. On a fait ça à la volée. Il nous restait un peu de tournesol, comme vous pouvez le voir, un peu de colza, un peu de févrole. Voilà, on a fait un petit mélange. Donc d'ailleurs les tournesols ont superbement levé. Alors comment j'ai fait, c'est tout simple, hein. J'ai passé un coup de déchômeur Aragon et on a fait tout à la volée. Donc ce que je vais faire avant l'entrée de l'hiver, c'est les détruire au rouleau faca. On ira voir tout à l'heure l'outil. L'intérêt c'est de pouvoir coucher la végétation et la pincer, la briser, mais ça ne va pas la broyer. Et tout l'hiver on va laisser pourrir toute cette végétation au sol, et au printemps, donc je verrai un petit peu la climatologie, mais soit j'y passe un petit coup de déchômeur à 10 pour bien finir de détruire, on passera directement avec l'actisol, enfin ça c'est la météo qui va nous le dire. Le seul souci, ce qui m'ennuie un petit peu, une plante au départ elle est faite de cellulose, de cellules jeunes, et ensuite au fur et à mesure du temps elle devient lignine, beaucoup plus fibreuse, beaucoup plus dure. Et ce qui aurait été bien, c'est de passer les tournesols, donc au rouleau faca, lorsqu'ils étaient plutôt en mode, on va dire, très jeunes. Mais j'ai pas pu le faire avant, déjà parce qu'il y a des dates de destruction. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'avais fait, de toute façon, on ira voir tout à l'heure, un petit essai, un aller-retour du rouleau faca, justement quand on avait des tournesols très très jeunes. Et c'était plutôt pas mal, franchement, ça fait du super boulot. Là on va voir ce que ça va donner, mais je vais le faire avant l'hiver. Il y a quand même 2-3 mois au minimum avant de faire des pois de printemps, justement pour voir un petit peu l'état de dégradation de la végétation qui est en surface et surtout des tournesols. Alors ce qui m'ennuie toujours un petit peu, c'est quand on est sur une forme ligneuse, et bien pour la décomposer on a toujours besoin de plus d'azote que si on était en format cellulose. Des fois c'est pas tout le temps bon de laisser monter les couverts végétaux sur une forme quand même beaucoup plus avancée, beaucoup plus ligneuse. Mais bon, on va voir. Là, on arrive dans les champs des communaux. Alors là, c'est la dernière parcelle qu'on a semée en blé tendre, variété Sacramento. Je vous refais pas le speech de piquettes avec de la semence certifiée. Là, on est sur un précédent pois de printemps. Alors on le voit... Pourtant on a déchaumé avec les disques, mais on a un peu de filasse qui s'est mise en place, qui s'est faite, et ça fait quelques tapons. Alors c'est vrai que le combiné rotatif semoir avec des sabots, c'est assez polyvalent, mais quand il y a un peu de végétation, pourtant je suis en 3 poutres, mais quand il y a un peu de végétation, ça fait quelques tapons, quoi. Ça bourre un peu dans les rangées. Mais bon, là on voit qu'il commence juste à pointer le bout de son nez. On commence à voir un peu les rangées, donc ça c'est bien. Vous voyez, tac 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 tac. Alors on a pas mal aussi de graines de pois de printemps qui sont restées au sol. Alors et d'une parce que c'était plutôt sec quand on les a fauchés, donc quand la coupe de la moissonneuse arrive dans les pois, parfois ça éclate la cosse et paf, ça la met au sol, enfin ça met la graine au sol. Mais aussi ce qui peut se passer, c'est la moissonneuse, c'est la perte derrière les grilles lorsqu'elle trie. Alors c'est vrai qu'un pois de printemps, c'est une culture qui rapporte moins que du blé. Mais en fait, dans le métier de l'agriculture, ce qui est intéressant, c'est de voir l'avenir. C'est-à-dire qu'en règle générale, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, les pois, donc ces protéagineux, en fait captent l'azote de l'air et le remet au sol. Donc, l'intérêt, c'est qu'on ne met pas d'azote, mais surtout du phosphore et de la potasse. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un stock d'azote qui se trouve dans le sol, ce qui est intéressant pour des plantes comme le blé entre autres. Et d'ailleurs, j'ai eu le bel exemple cette année sur une parcelle où j'avais fait du pois de printemps. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, la moisson pas celle d'avant mais l'autre d'encore d'avant, on avait eu beaucoup d'eau, donc il y a eu beaucoup de pertes au sol de pois. Il y a eu beaucoup de repousses que j'avais broyées d'ailleurs. Et par contre j'ai eu un blé qui a eu une levée derrière extraordinaire, et surtout c'est celle qui a eu le meilleur rendement
tant en poids spécifique qu'en tonnage. Donc vous voyez, et c'est une parcelle, ça doit être la parcelle d'ailleurs dans laquelle on a mis le moins d'azote. Vous voyez donc ce qu'on perd peut-être l'année N, on le retrouve l'année N+1, voire N+2 quand il y a de la minéralisation dans le sol. Donc cette parcelle-là, si ça se passe bien, devrait normalement avoir une bonne levée et devrait avoir un beau potentiel si on n'a pas de problème de drainage. Allez, on va passer à notre orge, donc maltaise. Bon, plutôt bonne levée. Bon voilà, le seul problème, c'est toujours cette histoire de charrue. Voilà, comme vous le savez, enfin je le redis, voilà, je laboure de temps en temps pour faire de l'orge. Et manque de bol, on s'est pris 50 mm dans la tronche. Donc, 2 jours après l'avoir semé, ou une journée, je ne sais plus exactement. Bon, il y avait quand même une levée qui s'était faite. Alors, ce que vous voyez en blanc, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt blanche, je vous explique. Donc, désherbage post-semis prélevé. On se prend 50 mm d'eau en 2-3 heures. Donc la plante, elle s'est pris un coup de désherbage sur la tronche, je parle de l'orge, et elle se prend 50 mm d'eau, donc un excès d'eau important. Alors voilà pourquoi on a parfois des petites taches blanches, entre autres. Voilà, on a quelques petites taches blanches, mais bon. On va la laisser se remettre un petit peu de tout ça, ça ne m'inquiète pas. Il faudra quand même faire attention aux limaces et aussi aux insectes qui pourraient entre autres bouffer la feuille. Voilà, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'observation dans ce métier-là. Alors je parle du métier de grande culture, mais évidemment l'élevage, c'est aussi beaucoup d'observation de ces bêtes. Donc ça, c'est comme ça. Donc c'est des métiers où il faut prendre le temps d'observer, de ne pas courir partout, parce que parfois on peut le payer cash. Alors vous avez pu vous apercevoir avec le drone qu'on a des traits un peu dans les champs. Alors en fait ça c'est la rigoleuse, c'est-à-dire qu'on fait des petites tranchées pour faire écouler l'eau de surface vers les fossés. Dans cette région-là c'est très important parce que même si on fissure les sols pour que l'eau puisse descendre aux drains, donc les drains c'est les tuyaux percés qui sont dans le sol justement pour évacuer l'excès d'eau, et bien parfois, surtout dans cette parcelle d'orge, et lorsqu'on a beaucoup d'eau qui tombe, il faut l'évacuer superficiellement et donc on utilise la rigoleuse, ce qui permet dans les endroits un peu plus, on va dire dans les bas-fonds, donc dans les endroits un peu plus profonds, d'emmener cette eau plus facilement dans les fossés. Et ça, je peux vous dire que la rigoleuse, c'est l'outil important de l'exploitation, tout comme la déboucheuse de drain. Parce que parfois, alors vous allez me dire, ouais, tu fais du colza, etc. J'avais fait analyser il y a longtemps, justement, j'avais fait analyser il y a déjà quelques temps les racines que je retrouvais dans les drains. Alors évidemment on retrouve du colza, mais on y retrouve aussi beaucoup de céréales, tout simplement parce que le racinaire descend bien, et lorsqu'on a des périodes de sécheresse, ce racinaire vient, le racinaire va directement là où c'est le plus humide, donc autour du drain. Donc voilà, on se retrouve avec un chevelu racinaire autour de ce tuyau percé. Et puis dès que vous avez un gros coup de flotte, et ben tac, ça vient se coller là-dedans. Alors, on a du racinaire évidemment dans le drainage, d'où la déboucheuse de drain, mais aussi on a de la terre dedans. Sachant aussi qu'ici j'ai pas beaucoup de pente, c'est pour ça qu'on est obligé quand même assez régulièrement de nettoyer entre autres les collecteurs. Donc les collecteurs, ce sont ces gros tuyaux où il y a la jonction de tous les petits autres tuyaux. C'est un peu la colonne vertébrale, on va dire, du sol. Du drainage surtout. Allez, nouvelle variété de blé, autre parcelle, variété Césario, toujours une variété de blé tendre. Donc voilà, sur un précédent tournesol, comme on peut le voir, hein, on a tout un tas de débris de cannes de tournesol. Donc pareil, post-semis prélevé en désherbage. Voilà, bonne levée, ça c'est parfait, très bonne levée. Donc ça c'est une parcelle qui a été semée il y a environ
une semaine et demie. Hein. Comme on peut voir, la levée se fait très fort. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La terre elle a tellement été chaude. En plus, les limons, quand ils sont chauds, bah, ça reste chaud. Par contre, quand c'est froid, ça met du temps à être froid, ça c'est clair. On a tout de même une bonne levée et surtout homogène. Ça, c'est génial, comme on peut le voir. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc là, je ne vais pas sortir le drone. Mais bon, parce que vraiment, on a une homogénéité de levée qui est vraiment sympathique. Donc, vous voyez, hein, on est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, début novembre. Hein. Donc, pas trop développé. Donc, il faudra quand même faire attention aux insectes et aux limaces. Mais bon, d'un côté, on arrive quand même dans des périodes qui sont assez fraîches. Heureusement d'ailleurs, hein, il serait temps que ça revienne à la normale. Donc on a moins d'activité justement de tous ces ravageurs qui pourraient nous poser problème sur les cultures. Surtout au départ, hein. Il faut que la plante soit vigoureuse dès le départ. Comme ça, elle va passer l'hiver beaucoup plus facilement. Et puis, tout ce qui va se passer autour, hein, je vous parlais des ravageurs, mais des maladies, etc. Une plante qui a la gouache, c'est comme un être humain, quoi. Quand on a la patate, on est moins malade. Voilà. Donc c'est exactement pareil pour la plante. Bon, je peux m'apercevoir aussi que j'ai des petits sangliers. Alors ça, c'est pas des sangliers pour le coup. Renard. Ça m'arrange plus. Renard, renard, renard. Donc vous voyez, en fait, vous imaginez là, il y a un étang. Je vais peut-être essayer de sortir le drone quand même. Il y a un étang. Et donc tout autour de l'étang, on y fait, là c'est du switchgrass. Et donc on a mis ça en place il y a déjà pas mal d'années. Parce que l'intérêt c'est de pouvoir garder les sangliers, entre autres ici, pour éviter qu'ils viennent sur les cultures. Donc j'ai quand même eu beaucoup moins de dégâts l'année dernière. Puis après évidemment on les chasse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important. Je parle pas de destruction, hein, je parle de chasse. L'intérêt c'est de pouvoir garder une population au minimum. Sans pour cela avoir énormément de sangliers qui viennent tout bouffer. Alors je sais que c'est un peu la bête noire des fédérations de chasseurs, parce que ce sont bien les chasseurs qui payent les dégâts sur les cultures, hein, ça faut bien le dire, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, c'est les chasseurs. Donc voilà, j'essaye de tout faire pour essayer de les cantonner, et ça se passe plutôt pas mal, parce que comme je vous ai expliqué, l'année dernière j'ai eu très peu de dégâts. Et puis évidemment, le problème c'est que je ne peux pas faire de maïs. Je ne fais pas de maïs, voilà, parce que je pense que ce serait un nid à sanglier. Et puis dans les limons battants, bon, après le printemps, je ne sais pas trop comment ça se passerait. Je garde un petit hectare pour mon père en règle générale, mais voilà. En plus j'ai des terres séchantes, donc si on a des gros coups de chaud, pour le développement du maïs, c'est pas bon. Alors j'ai pas d'irrigation, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, soit je suis sous l'eau, soit ça peut être très séchant. Donc je ne vais pas m'amuser aujourd'hui à mettre une irrigation en place, parce que je pense qu'il faut aller chercher l'eau très profondément, et puis on a un coût très important. Donc voilà, je fais sans irrigation, je gère l'eau avec le drainage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais aussi les rigoles pour l'eau de surface. Voilà, on essaye de tourner comme ça, et pour le moment ça se passe pas trop mal, mais c'est vrai que c'est des terres qui ont de la mémoire, et il faut réfléchir, quoi. Elles n'ont pas des potentiels de fou, mais on peut aller chercher parfois des surprises. Alors comme je vous le dis à chaque fois, je réponds pas tout le temps aux commentaires, mais je les regarde en règle générale, pour la plupart tous. On me parle souvent de sous-couvert, travail superficiel, avoir gros de végétation en surface justement pour éviter l'abattance, recréer une autre structure. J'ai des terres assez spéciales ici, je vous le redis, des limons battants, parfois sableux, sur 30 cm, parfois 40, et en dessous on a une pseudo-glaie hydromorphe, c'est-à-dire on fait des étangs ici. Et ce qui se passe, et ça c'est naturel, c'est comme ce sont des sols qui sont peu pourvus d'argile, et bien même si on laisse un peu de végétation en surface, rien que la pluie qui peut tomber, la goutte d'eau qui tombe sur le sol, fait qu'il y a une reprise en masse. C'est comme ça, les terres elles sont comme ça, il y a différents profils, différents travaux qui ont été faits dans ce type de sol là.
Et c'est vrai que lorsqu'on laisse beaucoup de végétation en surface, on a un effet semoule très grumeleux sur les 10-15 premiers centimètres, surtout 10 premiers centimètres. Et en dessous, ben, ça se reprend souvent en masse. On a pu le voir dans les profils. Donc, je me rappelle à l'époque, mon père avait fait un test en travail superficiel pour faire du colza. Je peux vous dire, les pivots, en fait, ils sont tout de suite courbés. Ils n'ont pas été cherchés en profondeur. On a eu des mares de flotte, alors qu'on avait mis quand même des intercultures. Alors, vous allez me dire, c'est un travail de longue haleine, ce genre de travail-là en TCS et travail de sous couvert. Mais voilà, dans ces sols-là, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est comme ça en fait. La France, elle est très hétérogène. On a différents types de sols, même différentes climatologies. Et ce qui peut être bon chez vous ne peut l'être peut-être moins chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il faut tester, il y a plein de choses à faire, c'est évident. Mais voilà, je vous le redis. Ici, ça avait déjà été testé. J'ai fait pas mal de profils. Il y a déjà plusieurs années dans différents types de sols, etc. Et j'ai pu m'apercevoir de ça. Puis même, il y a des études qui ont été faites où parfois le sous-couvert à long terme se reprend en masse. C'est comme ça, peut-être pas sur la surface, mais plus en profondeur. Ça dépend des types de sols, c'est tout. Bon, les parcelles de colza. Ah, le colza cette année. Eh ben, elle est sacrément développée. Donc là, parcelle précédent poids d'hiver. C'est bien régulier, hein. C'est plutôt beau. Alors ça, c'est de l'amplitude. J'ai aussi deux autres variétés, LG Austin et Feliciano. Voilà cette parcelle de Feliciano. Donc voilà cette parcelle de Feliciano. Alors on voit il y a un peu de ravenel quand même en surface, hein, à la différence de cette parcelle. Quoi qu'on en dise, les précédents sont importants. Oh, regardez ça. Bon, je fais un 73, hein, mais ah la vache. Ouh. Ce que j'aimerais bien regarder, alors il est quand même vachement développé, mais comme beaucoup de colza cette année, en espérant qu'on n'ait pas des gelées trop importantes, hein, parce qu'il y a quand même une élongation qui s'est faite, et on n'a pas perdu beaucoup de pieds en fait, hein, lors des semis. On peut s'apercevoir de ça, hein. Il y a une grosse population. Alors, tiens, regardez un peu le pivot. Ah, regardez. Vous voyez, hein, l'intérêt de fissurer ces sols. Eh bien on a un pivot qui descend. Regardez. Toutes ces plantes à pivot là, si on ne les aide pas à descendre, hein, c'est bien compliqué. Donc là, j'avais 4 parcelles cette année. Enfin, j'ai 4 parcelles de colza. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait quelques tests. Donc ça, c'est une parcelle. Donc j'ai enlevé la paille. C'est pour ça qu'on voit les culs de batteuse, hein. C'est un peu moins développé sur le passage du cul de batteuse. Là, j'ai apporté du miat. Quand j'enlève, quand j'exporte la paille, je rapporte de la matière organique. Donc là, miat. Ici, on a eu, attention les ballons. Donc, évidemment poids d'hiver, protéagineux, je ne reviendrai pas dessus. Miat, et on a eu le plantain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet engrais que j'ai mélangé dans la bétonnière avec Seb, qu'on a mélangé avec la semence. Donc pour lui donner un petit coup de boost au départ, surtout au niveau phosphore. Bon on est pas mal, hein. Alors c'est pareil, là il n'y a pas de cul de batteuse, c'était du pot d'hiver. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez régulier, très propre, ça c'est cool. Donc je le redis, Feliciano amplitude. Et on va aller voir notre LG Austin. Dans cette parcelle donc, où justement on a eu beaucoup d'eau, beaucoup de battance, malgré qu'on ait laissé la paille en surface, enfin la paille de pois, mais on l'a quand même laissé en surface. Il s'est vachement repris. Le colza c'est quand même assez extraordinaire comme plante, hein. Je le redis à chaque fois, c'est une bonne tête de rotation et puis ça se reprend. S'il n'y a pas assez de pieds, ça branche. Si ça branche pas assez, on a des siliques, plus de siliques. S'il n'y a pas assez de siliques, il y a plus de grains dans la silique. Enfin, c'est incroyable cette plante. Allez, on va aller voir cette parcelle. Regardez comment ça s'est repris, c'est incroyable. Oula! Ah ouais, d'accord. Pour vous dire, j'étais quasiment à 2 doigts de la retourner. C'est parce que Seb avait fait un désherbage juste derrière que ça n'a pas été fait. Et ben, comme quoi, on a eu du bol. Regardez un peu. Belle population, belle remise, belle reprise. Ça c'est top.
Alors on a eu aussi de bonnes conditions, hormis le fait que j'ai eu beaucoup d'eau après avoir semé et qu'on avait semé un petit poil profond. Mais je pense que le minifère là, de la société Plantin, franchement, ça l'a aidé. Ça l'a aidé à traverser cette croûte de battance, ça l'a aidé, elle a été semée un peu profond, donc parce qu'on avait peur justement de la sécheresse. Et voilà quoi, je pense que je le referai l'année prochaine. Je continuerai, j'avais fait des tests. Le miat, vous voyez, ça apporte, c'est différent le miat. Il y a moins d'apport direct, on est plus sur de la longueur dans le temps, et puis on est sur de la matière organique aussi, hein. C'est important, alors qu'il n'y en a pas avec le plantain, enfin le minifère. Mais voilà, faire soit les deux, soit une année sur deux, je sais pas, faut que je réfléchisse, mais en tout cas, je vais continuer comme ça. Je suis plutôt, même vraiment satisfait. Ah, la célèbre gamelle jaune dans les colzas. Pourquoi la gamelle jaune dans les colzas? Eh bien tout simplement parce que les insectes sont attirés par cette couleur. Donc on a mis de l'eau avec du savon et ça nous permet de calculer l'infestation de ces insectes justement, entre autres le charançon. Et là on peut voir, hein. Bon là j'ai remis un peu de mousse, hein, c'est pour ça, mais on n'a pas grand chose dans la gamelle. Donc vous voyez, à l'époque on pouvait se dire, bon allez, je regarde le calendrier, il faut que je traite. Ah, c'est plus ça l'agriculture aujourd'hui, hein. Pour ceux qui la connaissent pas, il faut bien se le dire. Déjà parce que c'est un coût à mettre de l'insecticide, mais aussi pourquoi mettre de l'insecticide s'il n'y a pas d'insectes? Donc aujourd'hui l'agriculture, quand on dit qu'elle est raisonnée, elle est raisonnée sur plein de choses, et entre autres tous les intrants qu'on va pouvoir mettre dans son champ. Je vous parle d'insecticides, mais je vous parle aussi de fongicides. On fait des prélèvements de plantes pour voir avec des tests ADN s'il y a la maladie. Si oui ou non on va la traiter, selon la climatologie, selon l'eau, selon les températures. Tout ça c'est calculé aujourd'hui. Et tout comme l'engrais. Et ben on met plus de l'engrais comme ça comme on le faisait auparavant. C'est normal, on a passé une génération et l'engrais est cher. Donc on l'apporte maintenant au bon moment, on a tous les outils pour, et on apporte la bonne quantité. Ça c'est aujourd'hui l'intérêt de cette agriculture que l'on a. Donc comme je le dis, l'agriculture en France, c'est une agriculture qualitative, raisonnée, propre par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Et ça, faut vraiment se le mettre dans la tête, hein. Quand on prend des rafales de gens qui ne connaissent pas notre métier et qui nous disent qu'on est des pollueurs, quasiment qu'on bouffe mal, il faut quasiment aller voir ailleurs, hein. Vous allez voir, allez faire un tour aux États-Unis, hein. Vous allez voir, c'est autre chose, hein. Quand on arrive à des résistances de glyphosate, parce que là on est obligé de mettre de la plante OGM, évidemment, parce que sinon on va la cramer, allez voir ailleurs, hein. Aujourd'hui, on a vraiment un pays extraordinaire. Moi je vous parle des céréales parce que je les connais, mais même dans les bêtes, dans le fromage, viticulture, partout. En fait, tous les différents métiers de l'agriculture française, on est vraiment d'un niveau élevé par rapport à beaucoup de pays dans le monde, hein. Ça m'énerve, c'est pour ça. On a beau se battre des fois, expliquer aux gens, mais bon, quand on a des opposants extrémistes, je parle, qui vous en mettent plein la gueule, mais t'as envie de leur dire, mais allez bouffer de la merde en fait. Allez bouffer de la merde, vous verrez bien. Puis on va tout laisser en friche, ça va être magnifique. N'importe quoi. Voilà, cette grande parcelle devant le hangar sur l'autre exploitation accueillera printemps prochain du tournesol. Comme vous pouvez le voir, elle est toute couverte de plein de plantes. Il y a même des petits jalons. Alors je vous explique. En fait, avec la coopérative cette année, on a fait des tests de différentes intercultures. On a fait des bandes, comme vous pouvez le voir. Alors on peut avoir de la facélie, on peut avoir de la vesse, on peut avoir de la moutarde blanche d'Abyssinie, enfin on a un petit peu de tout. Et l'intérêt, c'est de voir ce qui fonctionne le mieux avec des bandes test dans ce type de sol-là, l'immonobattant. Et ils font aussi des profils culturaux, voir un peu comment le racinaire se met en place de cette interculture. C'est pour ça qu'on a un petit peu de tout en fait, hein.
Là, une bande test où on n'a rien. Et ensuite on replante, etc., etc. Moi j'aime bien parce que ça permet de voir ce qui pourra le mieux fonctionner ici. Alors c'est pareil, l'implantation, même pour une interculture, on pourrait se dire ouais, de toute façon c'est réglementaire, donc tant qu'on dit qu'on a mis, on a mis. J'avais une discussion avec mon père d'ailleurs tout à l'heure là-dessus. Et en fait nous on passe un coup de déchômeur et on sème à la volée, mais on roule derrière. Et on a fait des tests aussi, parce que là on a semé avec la rotative, les différentes intercultures, et la levée elle est complètement différente. Donc je pense que pour avoir une bonne couverture végétale, il faut quand même bien l'implanter, même si c'est réglementaire. L'intérêt c'est de bien l'implanter parce qu'on peut voir elle est quand même beaucoup moins levée. Là on l'a fait à la volée, je ne sais pas si vous voyez là, au fond. Donc je vous parlais tout à l'heure, enfin non c'est même pas tout à l'heure, je vous parlais de la dernière vidéo, d'avoir un semoir à dents. Ça éviterait parfois la rotative, que je garderai évidemment, mais ça pourrait peut-être aussi avoir un certain débit de chantier, et pourquoi pas semer les intercultures avec ce semoir à dents. J'ai encore quand même pas mal de prêts sur encore 2 ans pour le matériel que j'ai racheté, et après je pense qu'à ce moment là je commencerai à regarder un semoir à dents, un peu comme celui-là de David Forge par exemple. Enfin je sais pas, il faut que j'essaie de voir différentes marques. Et je pense que ça peut être intéressant dans ces sols-là. C'est pas je pense, j'en suis sûr. On avait déjà testé semoir à disque type Waderstad entre autres. Trop de réappui. C'est pareil, si je trouve un semoir à dents, il ne me faut pas des roues plombeuses derrière. Sinon ça va lisser le sol, ça va pas aller. Donc il faut que je réfléchisse un peu là-dessus. Avec Seb, on va s'y jeter un peu, même si c'est dans 1 an ou 2. Et on pourrait faire entre autres les cultures, la grande culture, tout ce qui est céréales. Pourquoi pas le pois, je sais pas moi, les colzas, etc. Mais aussi l'interculture, parce qu'il faut avoir un débit de chantier. Donc marquez-moi dans les commentaires un petit peu des semoirs qui vous semblent intéressants à dents. Bon, on a bien avancé sur le tour de culture, hein. C'est plutôt quand même bien implanté cette année. Le colza, bon, est plus ou moins inquiétant parce qu'il est quand même vachement développé, on verra ce que ça donnera. Après, il y a quand même eu peu de pertes au niveau des pieds, c'est-à-dire toutes les graines qu'on a mis dans le sol ont pratiquement levé, parce qu'on compte toujours un petit peu de pertes, hein, évidemment. Là, ça a été bon cette année, donc il est assez touffu, en espérant que le froid ne rentre pas trop dedans au niveau des pieds. Écoutez, on croise les doigts, on verra bien. Côté blé, orge, tout paraît bien implanté, des sols plutôt propres. On va suivre ça tout au long de l'année. L'observation est très importante dans le métier de la grande culture. De l'élevage aussi, je suis d'accord, mais là je vous parle de ce que je connais aussi. Bon, maintenant, on va s'attaquer à tout ce qu'on a à faire pour l'hiver. Parce que, ok, c'est bien, dans les champs c'est fini, mais maintenant, il y a du travail dans l'exploitation. Alors, vous voyez, on a encore pas mal de nettoyage, hein, tous les tracteurs à faire à nettoyer, ça à nettoyer, gasoiler. Je voudrais mettre sur toutes les prises de force où il n'y a plus de protection, ben, remettre des protections. La vis à chariot, là, j'ai des roulements qui déconnent, donc il faut que je démonte. Là, on va voir ça avec Seb pour démonter les roulements qui se trouvent dedans et les changer. Bon, j'ai toujours... Oula, j'ai encore une cellule de blé, mais il y a une petite fuite. Bon, c'est une petite fuite, on ramassera ça quand on les videra, mais bon. Côté remorque, je voulais installer quelques feux à LED. Changer un peu le feu, je crois que... Changer les feux, je crois que Seb en plus pour là, le bulch voulait mettre un gyrophare à l'arrière. Il faudrait voir où l'installer. Alors c'est vrai qu'on a des gyrophares aimantés chez nous, mais il faudra essayer de voir peut-être en mettre un fixe, je sais pas. On va regarder où est-ce qu'on pourrait le faire. Bon, la charrue il y aura juste à la gasoline. On s'est juste servi de celle-ci cette année, hein, pour ce qu'il y avait à faire. Voilà, les rouleaux, c'est bon. Ah, nos 2 petites bennes. La 6 roues derrière, bah, je ne l'ai toujours pas réparé. Hein. Toujours pas eu le temps. Puis c'est vraiment pas ce qui presse le plus. La bicorps, eh ben, elle n'a pas du tout tourné. Du tout. Donc on n'y a pas touché. L'actisol, on s'en est pas mal servi. Donc il a été nettoyé, graissé. Donc nettoyé, graissé. Il ne reste plus qu'à
à lui mettre un petit coup de gasoil et d'huile pour qu'il soit bien propre. Voilà, ça pour le moment il n'y a pas trop de matos sous ce hangar là parce qu'on fait tout l'entretien de l'autre côté où il y a la plateforme de nettoyage. D'ailleurs on y va, allez c'est parti. Ah, cette parcelle là, incroyable. Dire que mon père a fait de la jachère pendant des années parce qu'il n'arrivait rien à en faire. On a remis gros de calcaire, du miat. On a essayé d'en faire quelque chose. Et là, il y a du beau colza cette année. Ça me fait plaisir. Parce qu'évidemment, il faut des SIE, des surfaces d'intérêt environnemental, 5% minimum. Bon, après, moi, je suis dans une région où il y a des coins où c'est pas drainé, donc je les laisse telles quelles. Donc, justement, SIE. Par contre, je suis pas un agriculteur, un cultivateur de jachère. Donc si on peut essayer de leur redonner un petit peu de potentiel, même si on fait que 50 ou 60 quintaux, ouais, 60 quintaux en blé serait déjà pas mal. C'est ce qu'on a fait l'année dernière sur cette... Ah non, c'est il y a 2 ans. On a fait 60 quintaux il y a 2 ans. Si on arrive à en faire quelque chose, en réduisant un peu les coûts quand même, et bien ça c'est très intéressant. C'est des parcelles où il faut vraiment se creuser la tête en fait. À quel moment, comment, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on le fait. Enfin voilà quoi, c'est... Et en plus je crois que c'était les tout premiers drainages, donc c'était complètement le bordel là-dedans. D'ailleurs c'est là on a embourbé la machine l'année dernière dans l'orge. Facilement 2-3 fois, enfin on l'a pas embourbé mais Seb a réussi à s'en sortir de justesse. Donc ouais, je suis content d'en avoir fait quelque chose de cette parcelle là, vraiment. Allez, de retour sur l'exploitation principale. Il n'y avait pas assez de place encore. Il y a un boulot à faire énorme. L'intérêt de ce tableau-là, bah, c'est de ne pas oublier les choses en fait. Donc voilà, alors bon, évidemment, bah, il y a tout le travail à faire sur les tracteurs. Hein. On vient juste de terminer tous les semis, donc bah, ils ne sont pas très propres. Donc tous les fers intérieurs, extérieurs, les vidanges, très important. Pour ensuite les mettre à l'abri, le gros massé. Comme vous pouvez le voir, le relevage a été baissé, mais malheureusement, on n'a rien touché. C'est-à-dire que je dois avoir une fuite interne au niveau des vérins. Hein. J'ai fermé le robinet derrière et ça descend quand même. Donc il va falloir changer les joints à l'intérieur. C'est normal. C'est un grand-père, hein. Il est de 2006. Hein. Donc la coupe a été toute nettoyée. On va la gasoiler. On va d'ailleurs en profiter pour vérifier la tension des courroies des chaînes. Et aussi une scie que j'avais achetée chez Prodil il y a quelques temps, c'est la montée. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, il faut qu'on la remonte propre pour pouvoir la mettre en scie de secours. Voilà, et ensuite on ira hiverner ça de l'autre côté. Alors là, pareil, hein, Seb, Ratanas sont sur le broyeur en ce moment, sur les pareuses. On a eu des problèmes encore avec le rotor. On va en profiter pour changer les roulements. On l'a mis sur le 946. Alors il ne la lève pas, mais au moins il a fait tourner pour pouvoir utiliser le bras. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut faire toute la moissonneuse. Il y a gros travail de nettoyage à faire, hein, évidemment. Gros de nettoyage à faire. Grosse révision cet hiver. Ensuite, pareil, il faut nettoyer tous les tracteurs. Gros nettoyage. Vous voyez, rotatif, pareil. Va falloir mettre ça clean et nickel. Alors maintenant que la station de nettoyage est prête, ça change toute la vie, hein, bien sûr. Hein. On a un vrai endroit bien propre pour s'y mettre. C'est vraiment parfait avec le nettoyeur eau chaude, là, de chez Renson, c'est au top. La houe rotative à nettoyer qui est là-bas, avec le décompacteur à nettoyer, pareil. Le rouleau faca, je vais le sortir, hein, tout simplement. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je voudrais détruire l'interculture qui a été mise entre tournesol, févrole, colza. Donc voilà, ça on va l'utiliser. Je pense d'ici 2-3 semaines. Et après pareil, gros nettoyage. Déboucheuse de drain aussi, vous verrez tout à l'heure, j'ai pas mal de pièces à changer. La machine elle a quand même plus de 20 ans. Et ça c'est une machine très importante. Hein. Ensuite il va falloir qu'on enlève tous les GPS, barres de guidage, je ne veux pas laisser ça sur les tracteurs. Il y a pas mal de vols, donc voilà. Oula, gros nettoyage aussi sur le déchômeur LG. Gros de nettoyage. Bon outil, mais ça se salit. Je vais essayer des vérins un petit peu plus gros là.
ils m'ont envoyé des vérins en test. Ça lève bien, mais je voudrais voir si on a un double rouleau U. Donc le tester pour voir la levée. Pareil, la coupe à tournesol, vous voyez sur le plateau. C'est pareil. On l'a mis pour l'emmener sur l'autre ferme. Pareil, un petit coup de gasoil. Voilà, un peu de travail à faire sur tout ce qui est chaîne d'entraînement au niveau du semoir à engrais, enfin le dépendeur à engrais. Pareil pour le compresseur, gros entretien. Voilà, il faut qu'on mette tous les bidons ont été nettoyés. On va les mettre en sachet. Ensuite, bah, pareil, hein, rigoleuse, hein, au niveau d'huile, refaire un peu le pied, nettoyage des masses, les mettre à l'abri. Ah, le franquet. Alors c'est un bon outil, mais bon voilà, on l'avait pris d'occasion un peu vieillissant, on savait qu'on avait du travail à faire dessus. Et en fait, il y a des roulements, des paliers qu'on lâchait, donc ça l'a bloqué. Bon, c'était à la fin, donc c'est pas grave, mais il va y avoir de la soudure à faire, changement de tous les roulements, les chaînes, coup de peinture, important. Voilà, on va refaire tous les paliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les paliers à faire. Voilà, couper ce qui sert à rien. Refaire bien propre les soudures. Coup de peinture. On va en profiter. Tout à l'heure, vous avez vu la herse dans l'autre exploitation. La petite herse vibro qui se met devant. On va aussi l'utiliser. On voit que ça avait forcé à l'époque. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Donc, Seb, le pro de la soudure, va nous faire ça aux petits oignons. Alors après aussi on a tout l'atelier à nettoyer, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Donc nettoyer les outils, tout bien ranger, faire un gros nettoyage, se faire une belle plateforme à l'intérieur d'atelier quand on fera l'entretien du matériel, parce que évidemment les tracteurs, eh bien, il y a beaucoup de vidange à faire. Bah oui, les tracteurs, tout ce qui est motorisation, bah, il y a de la vidange à faire, de l'entretien, du changement de filtre hydraulique aussi, tout ce qui est hydraulique, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Alors ça, pour ça, voilà, un bidon neuf de JDS, 210 litres. Et puis aussi, voilà, côté moteur, la 1040. Alors ça, c'est top. Hein. Ça, c'est un pistolet pneumatique pour faire le plein. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, il y a gros à ranger. Ça, c'est toute la plateforme IJ, mais voilà, il y a du boulot. Tiens, d'ailleurs, j'ai un fournisseur qui m'a envoyé de nouveaux tournevis à tester. Alors, est-ce que vous connaissez la marque Willpower? J'aimerais bien avoir votre retour pour ceux qui en ont. Parce que c'est quand même moins cher que des marques comme Facom ou Keystone. Ça a l'air d'être plutôt costaud. Bon, on va voir ça avec le temps. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent, cette marque? J'aimerais bien avoir votre retour. Voilà, avec les traitements en bout et tout, là. Voilà, là, il y a de la déboucheuse. Là, ça, c'est les deux vérins que je vous expliquais. Enfin bon, là, il y a gros à faire. Et en plus, on a 4 camions d'outils qui vont arriver avant le printemps. Donc là, il y en a 2 ou 3 là, qui arrivent avant l'hiver, avant Noël. Il faut les monter. Vous voyez, une exploitation qui manque pas de travail, comme beaucoup d'ailleurs. Heureusement, c'est le métier. Puis ben, après, il y a tout à ranger, à hiverner. Ben, c'est pareil, vous voyez. Nettoyeur haute pression, là. Il va y avoir un gros hivernage à faire. Le pulvé, pareil. Gros nettoyage du pulvé. Une fois qu'on aura fini de s'en servir. Et puis mettre à l'intérieur du liquide antigel. Ça permet au produit de se retrouver dans les rampes et dans le fond de cuve et dans la pompe aussi, ce qui la protège de l'hiver, même si on le met vraiment à l'abri. On n'est pas couvert partout, on n'est pas fermé de partout, donc il y a toujours de la fraîcheur qui passe. Donc voilà pourquoi on y met de l'antigel. Enfin, vous voyez, vraiment encore beaucoup de travail. Il y en a tout le temps dans une exploitation, on en trouve tout le temps. Et un truc très important aussi, je parle pour la grande culture, c'est vraiment les tours de plaine. On a encore pas mal de suivi à faire, hein, c'est important, c'est toute l'année. Et la déboucheuse de drain, on fait ça sortie hiver, c'est important. Voilà, de nettoyer les collecteurs pour qu'on ait un fonctionnement toujours régulier, hein, c'est important dans nos types de sols. Donc voilà, réparation de la déboucheuse.
et elle servira cet hiver. Ah, le démarreur du Gros Macé. Bon, il est bien encarté. Bon, enfin bon, peu importe. Vous voyez, c'était l'ancien. Alors ce que je vais faire, eh bien en fait, c'est que je vais tout le démonter, nettoyer les charbons, peut-être les changer, le repeindre. Puis comme ça, j'aurai un démarreur qui sera quasi neuf, sachant qu'il va sur le Gros Macé, enfin sur le 84-70, mais aussi sur le 64-65. Donc j'en aurai un d'avance. Bon, après, je ferai tous les tests pour voir s'il a vraiment la pleine puissance comme il l'a quand il est neuf. Ça, il n'y a pas de souci, je ferai les tests là-dessus. Et puis surtout, ben voilà, un petit coup de peinture, un truc propre. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. On parle beaucoup d'entretien, enfin je parle beaucoup d'entretien de matériel, mais il y a aussi la ferme. On a un peu de peinture à faire sur les portes. Notre petit Algeco, là, je pense qu'il faut qu'on change complètement le sol. Et j'en profiterai aussi pour remettre un lino tout propre. Donc voilà, plein de choses à faire. Donc on a tous des choses à faire dans une exploitation, hein. Je vois souvent des réflexions, c'est dommage d'ailleurs, entre éleveurs et céréaliers en disant que les éleveurs ont toujours plus de boulot. Ça c'est sûr que vous avez beaucoup de travail, 7 jours sur 7 pour les laitiers. Après vous l'avez choisi, donc chacun son boulot. Moi je suis double actif, donc il y a du boulot là, il y a du boulot chez Prodil, il y a des vidéos. Je manque pas aussi de boulot, mais voilà, chacun mène la vie qu'il veut mener. Moi je critique jamais mes collègues, loin de là, hein. J'ai toujours dit que les éleveurs étaient des gens vraiment courageux. Ça m'ennuie toujours d'avoir cette opposition que j'avais aussi au lycée agricole à l'époque. Enfin bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas tout le monde et heureusement d'ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, on n'a pas sorti le tracteur. Et puis c'est pas plus mal, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Pensez à vous abonner en haut à droite. Vous pouvez suivre aussi la page Facebook d'Alexandre de Prodil Center ainsi que mon Instagram. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao!